Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre webinaire de Parkinson Québec. Comme d'habitude, on est vraiment heureux d'être ici avec vous ce soir. Habituellement, c'est le jour qu'on fait ça, donc comme vous voyez, on est ouvert à faire des présentations à toute heure. Et puis, je m'appelle Anne Baudouin et je suis responsable de la ligne d'information et de soutien à Parkinson Québec. Aujourd'hui, on a un thème que nous aimons beaucoup. Ça fait longtemps qu'on veut parler de ce thème-là et c'est ce soir que ça se passe. On va parler des diagnostics de Parkinson chez les jeunes. Jeunes, c'est relatif au niveau de l'âge, mais on va rentrer plus dans les détails tout à l'heure durant le webinaire. Et puis, ben, on a l'honneur d'avoir une personne avec nous. Elle s'appelle Docteur Isabelle Beaulieu-Boire. Bonsoir, Docteur Beaulieu-Boire. Ça. Juste pour vous dire, Docteur Beaulieu-Boire est neurologue et elle est spécialiste dans le trouble du mouvement et elle travaille au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Et puis, ben, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Ça me fait plaisir. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi. Puis je trouve que c'est une lacune qu'on a actuellement là, pour les jeunes qui se reconnaissent peut-être moins des fois dans le contenu puis dans les horaires qui sont offerts. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée de faire ça un soir de semaine. C'est peut-être un peu Oui, plus facile pour ceux qui travaillent de se joindre à nous. oui. D'ailleurs, c'était votre idée, puis on trouve que c'est excellent, puis on est très content de joindre le plus de monde possible. Alors, pour vous dire que le déroulement d'aujourd'hui, de ce soir, ça va être ça ne sera pas une présentation. Vous savez qu'on fait différents types de webinaires. Ça peut être des témoignages, des présentations, etc. On a pensé, Docteur Beaulieu-Boire et moi, de faire un genre de personne conviviale, relax, un type de question, une entrevue. C'est-à-dire que je vais lui poser quelques questions, des questions qu'on a pensées ensemble, qui va servir à la communauté et des questions qui viennent souvent à nous, à Parkinson Québec et avec Docteur Beaulieu-Boire. Et après, on réserve une période de questions pour vous, notre auditoire. Et puis, ce qu'on vous demande, c'est d'essayer de penser aux questions générales, qui vont servir au bien de tout le monde, de pas trop être personnel et spécifique dans vos questions pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ce serait vraiment plaisant que ça se passe comme ça. Et puis, c'est ça. Donc, on peut commencer. Vous êtes prête? Oui. Oui, super. Alors, euh, on s'intéresse beaucoup, Parkinson Québec, à parler des gens qui ont un diagnostic plus bas que la moyenne. On appelle ça les jeunes. Euh, Parce qu'on a entendu dire, puis on remarque dans les statistiques qu'il y a une augmentation chez les jeunes. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu, nous expliquer si c'est possible, les causes, pourquoi, votre avis là-dessus, s'il vous plaît? Ben, tu sais, premièrement, quand on parle de Parkinson chez le jeune, il faut savoir que même dans la communauté de spécialistes en Parkinson, il n'y a comme pas d'entente sur un cut-off d'âge. Fait que, tu sais, il y a des endroits où ils vont dire c'est des gens de moins de 45 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans. Il faut savoir que l'âge moyen au diagnostic, c'est environ 62, 63 ans. Si on regarde les chiffres là, au Canada, quelque part entre 60 et 65 ans du moins. Donc, pour moi, les gens qui sont diagnostiqués avant cet âge-là, déjà, on considère que c'est un diagnostic qui est précoce. Puis, particulièrement, je pense que c'est les caractéristiques qui font les jeunes. Donc, on peut être jeune à différents âges, là, mais c'est beaucoup aussi le stade de la vie. Donc, tu sais, d'être sur le marché du travail, avoir une famille, avoir une vie active. Donc, c'est sûr que ça a des implications différentes chez les jeunes versus chez les gens qui sont diagnostiqués plus âgés. La question de l'augmentation de la fréquence, effectivement, c'est des chiffres qu'on voit. Il y a quand même peu de données
qui sont récentes sur les statistiques là, du Parkinson. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est une maladie qui est en augmentation. Puis quand on regarde les taux par âge, ben, évidemment, c'est une maladie qui augmente avec l'âge, mais on se rend compte que la maladie augmente peut-être plus vite en proportion chez les plus jeunes que chez les plus âgés. Donc, bon, on se questionne beaucoup à savoir pourquoi. Évidemment, ça revient un peu à demander c'est quoi la cause du Parkinson, puis la vérité, c'est qu'on n'a pas de réponse unique. Bon, il y a des causes génétiques. La génétique ne devrait pas augmenter dans le temps. Donc, ça, on pense que ça a peut-être un facteur un peu moindre dans l'augmentation. Clairement, il y a des aspects environnementaux, là. Donc, on sait qu'il y a les expositions environnementales, entre autres, bon, les pesticides, hein, qui ont été reconnus comme étant une cause contribuant au développement de la maladie de Parkinson. Donc, clairement, il y a quelque chose dans l'environnement qui pourrait faire qu'on est plus à risque plus rapidement. Peut-être des expositions à des virus, le stress, tu sais, c'est des questions qu'on se pose pour lesquelles on n'a pas nécessairement de réponse. Mais oui, ça augmente. Pas à un taux qui est alarmant actuellement, mais quand même, c'est des chiffres qui semblent être assez clairs là, dans la plupart des études qu'on voit. OK. Selon vous, c'est quoi les particularités de ces diagnostics-là, de ces gens-là qui sont diagnostiqués précoces? Ben, tu sais, tout d'abord, au niveau des symptômes, il y a certains symptômes qu'on retrouve davantage chez les jeunes que chez les gens plus âgés. Donc, entre autres, un des symptômes qu'on va voir peut-être plus fréquemment chez les plus jeunes, c'est ce qu'on appelle la dystonie. Donc, la dystonie, c'est des postures involontaires, des crampes, des raideurs qui peuvent être parfois douloureuses. Donc, souvent, les doigts pliés vers l'intérieur, le pied qui rentre par en dedans, les orteils qui plient, qui peuvent survenir là, bon, au réveil ou dans les périodes off ou qui peuvent même arriver là, des fois dans la journée à différents moments. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit un peu moins chez les gens plus âgés que chez les plus jeunes. On sait aussi que les gens qui sont diagnostiqués plus précocement vont développer moins d'autres complications. Fait que, tu sais, la maladie de Parkinson peut, au fait de la maladie, amener bon, des problèmes d'équilibre, des problèmes au niveau cognitif. C'est quelque chose qui arrive moins souvent chez les jeunes ou qui va arriver beaucoup plus tardivement. Donc, c'est une maladie qui est beaucoup plus motrice puis qui a un peu moins d'aspects non moteurs, bien qu'il y en a quand même aussi chez les jeunes. Puis la réponse à la médication aussi peut être différente. C'est-à-dire que des fois, ce qu'on va voir, c'est que plus rapidement, les gens vont développer des fluctuations avec la réponse de la médication, ce qui fait que souvent, on va utiliser une combinaison de différents médicaments ou essayer de limiter les doses là, de lévodopa qu'on va donner pour réduire les risques finalement de développer précocement ces complications-là. Est-ce que ils ou elles font plus de dyskinésie? Est-ce qu'il y a une différence ou ça n'a pas vraiment un Effectivement, lien? on voit qu'il y a un peu plus de dyskinésie chez les plus jeunes. Donc, les dyskinésies, c'est les mouvements involontaires là, qui surviennent en lien avec la prise de médication. Donc, oui, il y en a un peu plus. C'est pas tout le monde qui va en développer, mais il y a tu sais, on voit que en proportion, il y en a peut-être un peu plus chez les jeunes que chez les plus âgés. OK, OK. Puis, mon autre question, c'était les différences entre les précoces et les gens plus âgés. Ben, vous en avez parlé un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter ou Tu sais, définitivement, il y a aussi l'impact sur le quotidien qui n'est pas le même, là. Donc, comme on disait, les gens qui sont diagnostiqués précocement, souvent sont encore sur le marché du travail. Certains ont des jeunes enfants, ont encore des projets de grossesse ou d'avoir d'autres enfants très actifs dans leur vie sociale, dans leur vie personnelle. Je ne dis pas que les plus âgés ne le sont pas, mais c'est Mhm, quand même une situation de vie qui est différente. Puis, je dirais qu'il y a aussi le stigma qui est associé au Parkinson. Quand on dit à quelqu'un maladie de Parkinson, il ne va pas penser d'emblée à un trentenaire. Tu sais, il va penser à quelqu'un dans la soixantaine qui a un tremblement ou plus âgé. Donc, les très jeunes qui se font diagnostiquer avec une maladie de Parkinson, souvent n'ont même pas imaginé que le Parkinson pouvait arriver chez quelqu'un de leur âge ou ils ne connaissent pas de gens de leur âge qui sont atteints du Parkinson. Tu sais, ils connaissent des oncles, des tantes, des voisins, mais des jeunes, on en voit peu. Puis, je pense que ça, c'est difficile en termes d'acceptation du diagnostic, de dire, ben, pourquoi moi? Puis, est-ce que c'est réellement quelque chose qui peut arriver chez les jeunes? Puis, je pense d'où l'importance d'avoir des soirées comme ça où on en parle, puis de démystifier que oui, ça arrive chez des jeunes aussi. Puis, comment est-ce qu'on peut aider justement à bien vivre avec cette maladie-là, puis à ce que ça soit accepté socialement aussi, là. oui, ben, justement, j'allais poser la question, est-ce que on sait que l'acceptation
c'est à se rendre à une acceptation, ça peut être des étapes plus ou moins longues. Puis c'était justement ça, est-ce que l'acceptation, le délai ou les démarches, c'est plus long? Puis ce qui me fait penser aussi, est-ce que le regard des autres aussi, parce qu'on sait que certaines personnes peuvent vivre une certaine honte, un certain malaise face à leurs conditions de Parkinson au regard des autres. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont plus jeunes sont plus sensibles à ça? Oui, effectivement. Donc, je pense qu'il y a clairement un aspect de, tu sais, de l'acceptation. C'est souvent de recevoir le diagnostic. Pour la plupart, c'est vraiment un choc, là. Fait que, tu sais, on ne s'attend pas à ça. Puis, moi, ce que je leur dis, c'est, tu sais, je sais que quand je vous ai dit le mot Parkinson, après ça, vous entendiez un bourdonnement dans les oreilles, puis c'est comme s'il n'y a plus rien qui existe. Tu sais, je pense que c'est toujours un choc de se faire annoncer un diagnostic comme ça, mais chez les très jeunes, c'est d'autant plus difficile. Ce que je dirais, c'est que puis encore là, c'est pas une généralisation. Il y a des gens très âgés plus âgés qui vont se documenter beaucoup, mais les jeunes sont très impliqués dans leur maladie. Ils vont aller lire, ils vont écouter des podcasts, ils vont regarder les sites web, ils vont essayer de chercher de l'information. Donc, oui, c'est sûr que c'est un gros morceau à avaler, mais souvent, je les sens très en action, qui veulent aller chercher des réponses, ils vont m'amener des articles, tu sais, as-tu entendu parler de ça, tout ça? Fait que je pense que ça peut aider à améliorer l'acceptation aussi, puis à se sentir plus impliqué dans justement avoir un certain contrôle sur la maladie. Pour ce qui est du regard des autres, ben effectivement, c'est pas facile. Fait que, tu sais, c'est de l'annoncer des fois à leurs proches, à leurs employeurs, à leurs parents. Tu sais, j'ai des gens qui disent, je veux pas inquiéter ma mère avec ça ou, tu sais, c'est pas dans la nature des choses si on veut là, d'annoncer une maladie comme ça à cet âge-là. Donc oui, c'est effectivement, je pense que c'est difficile à accepter. Puis pour les proches aussi, tu sais, les conjoints, conjointes, les amis, des fois, ils savent pas trop comment agir. On en parle-tu, on n'en parle pas? Est-ce qu'on ouvre la porte? Tu sais? Puis je pense que c'est d'être très ouvert avec ça, de dire, ben, j'ai-tu envie d'en parler? Si oui, de quoi j'ai envie de parler? À qui j'ai envie d'en parler? Puis, tu sais, je pense que c'est de cheminer graduellement là-dedans aussi, mais c'est sûr que c'est pas la même réalité que, tu sais, quelqu'un à 75 ans qui se fait annoncer qu'il a un Parkinson, ben c'est peut-être plus facile d'en parler à ses proches. OK. Selon vous, est-ce que les gens plus jeunes ont tendance à s'isoler? Parce qu'on remarque que les gens ont tendance à s'isoler, ceux qui ont la maladie, du fait bon, sont proactifs dans la lecture, l'information. Est-ce qu'ils ont tendance, selon votre expérience, à aller dans des groupes de soutien, Ben, je pense que, bon, un des problèmes, justement, c'est que ils se reconnaissent pas nécessairement dans ces groupes-là. Donc, tu sais, quand c'est des Mhm. groupes qui ont des activités de semaines, de jours, ben, tu sais, des fois, c'est des gens retraités ou plus âgés qui y vont. Souvent, tu sais, veut pas, la majorité des gens qui sont diagnostiqués avec une maladie de Parkinson ont 60 ans et plus, tu sais. Fait que dans ces groupes de soutien-là, c'est souvent des gens plus âgés, ils vont pas nécessairement se reconnaître. Puis souvent, ils sont hésitants à y aller au début parce qu'ils se disent, ben, je vais-tu me faire regarder bizarre? Puis aussi, j'ai pas le goût de voir des gens qui sont plus avancés que moi. Tu sais, où est-ce que je vais me rendre plus tard? Si je me rends là, tu sais, c'est pas tout le monde qui évolue de la même façon, évidemment, mais il y a un peu cette crainte-là. Mais j'ai des patients qui ont décidé d'aller voir, qui ont décidé de s'impliquer. Puis pour la plupart, la réponse a été super favorable. Mais je pense que c'est d'y aller au moment où ils sont prêts aussi, là, parce que puis c'est pas pour tout le monde nécessairement non plus. Euh, Mhm. mais oui, je pense que en tout cas, par rapport à la communauté, je dirais, Parkinson, peut-être qu'ils sont moins rapidement impliqués dans les organismes. Par contre, souvent, ils vont avoir du soutien beaucoup des membres de la famille, des amis, des proches, c'est d'avoir quelques personnes clés qui peuvent les soutenir dans tout ça. Puis je pense que c'est vraiment important là, d'avoir des gens pour soutenir sans que ça soit nécessairement un groupe de soutien, mais au moins d'avoir un réseau solide pour être capable de les supporter. OK. Euh, Selon vous, c'est quoi est-ce qu'il y aurait d'autres impacts dans leur vie reliés à la maladie de Parkinson? Ben, tu sais, clairement, la question souvent que les gens vont me poser, c'est est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler? Tu sais, puis est-ce que je dois en parler à mon employeur? Puis, tu sais, ça, c'est une question très personnelle, mais c'est sûr que l'objectif, c'est de pouvoir continuer à mener une vie le plus normale possible, tu sais, de pouvoir continuer à travailler, peut-être avec certaines adaptations au niveau de l'horaire, au niveau de certaines tâches, peut-être qui sont plus fatigantes, tu sais, qui demandent plus d'énergie. Fait que j'ai souvent cette discussion-là avec eux de voir, ben, tu sais, vous, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est faisable de continuer à temps plein? Est-ce qu'on essaie de faire du temps partiel? Puis peut-être d'entamer cette discussion-là avec l'employeur.
faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation de le divulguer à l'employeur, à moins que ça mette la tâche, si on veut, à risque, là, ou que ça mette d'autres personnes à risque. Mais je pense que si les gens ont une bonne relation avec l'employeur, ça peut être très favorable d'en parler, puis de nommer, de dire, ben, tu sais, si vous trouvez que je suis moins rapide, ou etc., ben, ça peut être en lien avec ça, puis d'essayer d'avoir une discussion ouverte. C'est pas dans tous les milieux que c'est possible nécessairement, mais je pense que c'est d'essayer d'avoir cette discussion-là. Puis, ben, s'il y a des problématiques, de s'informer auprès, par exemple, de Parkinson Québec, qui peut avoir des ressources pour les guider là, dans ces démarches-là, ou auprès de leur médecin parfois aussi. Oui, oui, c'est sûr qu'on peut les informer s'ils nous téléphonent sur la ligne d'impôt et de soutien. On a de l'information, des ressources à partager avec eux. Puis, au niveau aussi, l'impact voyager, est-ce que vous sentez que les gens ont tendance à moins voyager? On sait quand on est jeune, on aime découvrir, voyager. Est-ce qu'il y a une diminution à ce niveau-là? Ben, je pense que au départ, c'est de s'assurer d'être confortable, justement, que les symptômes soient bien contrôlés pour qu'ils soient capables de pouvoir continuer, justement, à faire ces activités-là, à voyager. Moi, j'ai beaucoup de mes patients qui voyagent, puis je pense que c'est super important, justement, de continuer à avoir des projets. Ce que j'ai tendance à dire, c'est, faudrait tous qu'on profite du moment présent, il faudrait tous qu'on vive au quotidien, puis je pense que quand on reçoit un diagnostic comme ça, des fois, ça allume une petite cloche de, ah ben, il faut vraiment que je profite. En même temps, je leur dis toujours, flopez pas toutes vos REER pour partir faire le tour du monde, là, il vous reste encore longtemps à continuer. Mais je pense qu'on devrait tous être conscients un peu de ça, de profiter du quotidien. Puis pour ceux qui aiment voyager, ben, c'est définitivement possible avec la maladie de Parkinson. Je pense qu'il y a certains éléments clés peut-être à penser. Un, c'est de s'assurer d'avoir une bonne assurance, puis de valider avec l'assurance est-ce que ils vont être couverts s'ils voyagent à l'extérieur du pays. Pour les voyages en avion, généralement, ça ne pose pas problème, sauf peut-être ceux qui ont un stimulateur ou une pompe qui devraient avoir une carte médicale là, qui indique qu'ils ont le dispositif pour que les agents puissent procéder là, de façon appropriée. Ceux qui voyagent avec la médication, ce que je leur recommande généralement, c'est d'avoir au moins 2 kits de médicaments. Donc, s'ils partent pour 2 semaines, d'en amener au moins pour un mois, au cas où il y a une perte d'un sac ou d'un voyage. C'est quand même faisable, mais c'est compliqué de se procurer de la médication à l'extérieur du pays. Fait que mieux vaut avoir un backup là, s'ils sont capables. Les lévodopas aussi viennent très friables à l'humidité. Là. Fait que des fois, quand les gens vont au Mexique ou dans des endroits chauds, ça peut devenir tout un gros pain. Là. Fait que des fois, d'avoir une bouteille qui n'a pas été ouverte, ça peut être une bonne stratégie. Ah, Euh, ouais, je ne savais pas. C'est on bien. apprend avec les expériences, là. Puis sinon, ben, des fois, ça peut être juste d'avoir un petit papier médical, qui indique qu'ils sont atteints de maladie de Parkinson, parce qu'exemple, ils passent aux douanes, ils se mettent à trembler un peu plus sous le stress, ben, juste de pouvoir justifier, c'est en lien avec ma condition. Puis, des fois, ça peut juste aider d'avoir ça en backup, juste de dire, ben, s'il y a des questions qui me posent, j'ai un certificat qui confirme le diagnostic. Puis, pourquoi je voyage avec la médication, par exemple. Et avez-vous des suggestions pour gérer les décalages horaires, par exemple, s'ils vont en Europe, est-ce qu'il y a Oui, une... c'est une super bonne question que je me fais poser souvent, effectivement. Ouais. Ben, pour ceux qui prennent des médicaments, par exemple, 2, 3 fois par jour, 4 fois par jour, souvent, c'est pas trop problématique. Ce qui est plus difficile, c'est les gens qui prennent à intervalles plus réguliers. Fait que moi, généralement, ce que je leur conseille, c'est de continuer les mêmes intervalles tant qu'ils sont réveillés, jusqu'à temps qu'ils se couchent. Fait que, mettons, dans l'avion, qu'ils continuent les doses comme s'ils étaient encore sur leur horaire de jour. Puis quand ils se réveillent le lendemain puis qu'ils partent leur journée en Europe, ben, de partir une nouvelle journée. Ça fait qu'ils vont en prendre un peu plus dans cette période-là. Puis quand ils reviennent, souvent, je leur dis de faire l'inverse, donc de prendre la médication au réveil là-bas jusqu'à temps qu'ils se couchent ici. Puis là, quand ils se couchent, ben, ils retombent sur l'horaire du Québec par la suite. Pour la Ah, plupart, OK. ça se passe relativement bien quand on fait ça. Ah, OK, super. Euh, L'Australie, c'est compliqué, là. J'ai des gens qui sont ah, allés un peu. oui. Mais si c'est le cas, parlez-en à votre docteur. là. OK, C'est un petit peu plus compliqué. c'est bon. Euh, Parlons des femmes. Euh, c'est quoi vos expériences avec les femmes? Qu'est-ce qui est à considérer dans quel plan de leur vie? Ouais. Euh, les Ben, différences. Oui. ouais, un des gros aspects chez les femmes, c'est évidemment les fluctuations hormonales. Fait que, quand on a un diagnostic en post-ménopause, ça ne se pose pas vraiment la question de qu'est-ce qui se passe en périmenstruel. Mais chez les jeunes femmes, c'est vraiment un sujet qui revient souvent dans nos discussions. C'est
c'est pas rare que les gens vont mentionner que leurs symptômes se détériorent autour de la période menstruelle. Donc, quelques jours avant ou pendant les premiers jours là, des menstruations. Puis, il y a malheureusement peu de données scientifiques là, qui soutiennent ça, mais ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'effectivement, les fluctuations hormonales jouent sur l'efficacité de la lévodopa. Donc, c'est pas rare que les gens doivent augmenter leur dose de dopamine dans les périodes périmenstruelles pour essayer de compenser finalement cet effet hormonal-là. Entre autres, dans les grossesses aussi, il y a quand même peu de grossesses chez des femmes atteintes du Parkinson, mais ce qu'on voit dans la littérature et dans l'expérience, en partageant avec des collègues dans d'autres centres, c'est qu'on doit vraiment augmenter les doses là, de façon significative en cours de grossesse avec la lévodopa. Donc, clairement, il y a un effet des hormones. J'ai certaines patientes chez qui c'était tellement sévère qu'on a dû aller vers des thérapies de remplacement hormonal là, avec une stimulation hormonale plus continue, avec le soutien là, d'un gynécologue spécialisé en hormones. Fait que je pense que c'est d'être alerte à ça, de savoir que si vous vivez ça, vous n'êtes pas seul, ça existe. Puis, si c'est une problématique que vous vivez, ben, c'est important d'en parler avec votre neurologue, mais aussi possiblement avec soit un médecin de famille ou un gynécologue pour voir ça serait quoi la meilleure solution pour vous. Puis, c'est ça, il y a peu de sciences sur les femmes préménopausiques atteintes de maladie de Parkinson. C'est un gros gap qu'on a actuellement. On est une gang de neurologues femmes au Canada là, qui voulons mettre en commun nos expériences pour peut-être publier des guidelines, mais c'est pas encore fait. Là. Mais parce que c'est vraiment, on n'a comme pas de données solides à suggérer, mais je pense que c'est d'en parler, c'est de tenir un journal de vos symptômes, puis c'est après ça d'avoir cette discussion-là avec votre médecin pour voir qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour essayer d'améliorer. OK, super. Est-ce que vous, question de curiosité, vous parlez de journal, est-ce que il y a des gens qui viennent vous voir avec notre parc track? Ça arrive Euh, pas assez souvent, mais il y en a, oui. Puis, OK. ben, je pense que c'est un outil qui est super utile, mais qui n'est pas nécessairement connu. Tu sais, il y a différentes façons de faire un journal de symptômes. Il y en a qui vont le faire dans un agenda écrit à la main et tout ça. Mais oui, ça peut être super intéressant, tu sais, sans en faire une obsession, puis de le faire à tous les jours, mais mettons une couple de journées dans les semaines précédant le rendez-vous, de faire cet exercice-là pour essayer d'établir, ben, y a-t-il des moments de la journée qui sont plus difficiles? Y a-t-il des périodes off en lien avec la prise de médication? Ça peut être super utile dans la discussion pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. J'en ai des fois qui m'arrivent avec un calendrier aussi avec des couleurs, puis les périodes prémenstruelles. C'est tellement utile de voir ça. Fait que oui, je pense que c'est des outils qui devraient être utilisés davantage, puis qui peuvent être vraiment intéressants dans la discussion, puis justement de participer aux soins, d'être en contrôle de cette partie-là de la maladie. Je pense que ça peut être vraiment super intéressant. C'est ça, ça rend, à mon avis, les rencontres plus efficaces. Puis vous, en tant que neurologue, vous comprenez mieux le quotidien de la personne, mais à quel moment, comme vous avez dit, les périodes off. Ouais. Oui. Bon, ben, on va passer, ça passe vite, je trouve. Quand on est en bonne compagnie, c'est plaisant. Alors, la dernière question, on va parler des traitements. Je sais que les gens aiment ça, parler des médicaments. Donc, j'aimerais ça que vous donniez une petite idée là, de comment vous procédez là, dans pas le début du traitement. Ben, tu sais, je pense que la première question quand on reçoit un diagnostic, c'est est-ce qu'on débute un traitement ou pas. Tu sais. Fait qu'évidemment, euh, si on a des symptômes qui sont invalidants, je pense qu'il faut envisager la possibilité d'un traitement qui peut améliorer la qualité de vie. Il y a beaucoup de gens qui vont être hésitants à commencer un traitement au départ parce qu'ils ont peur que ça perde d'efficacité avec le temps et tout ça. Donc, tu sais, il y a dans la littérature ancienne, disons, l'espèce de terme de lune de miel, là, donc qui dit qu'il faut essayer de pousser le plus possible la médication pour garder l'effet de la médication le plus longtemps possible. Ce qu'on se rend compte actuellement avec les nouvelles données scientifiques qu'on a, c'est que c'est un peu une fausse croyance, si on veut. Donc, le traitement est vraiment efficace pour soulager les symptômes maintenant, mais il n'y a pas vraiment d'impact sur l'évolution de la maladie à long terme. Fait qu'une étude que j'aime beaucoup discuter avec mes patients quand on discute de ça, il y a une étude qui a comparé une cohorte africaine avec une cohorte italienne. Donc, les gens en Afrique avaient accès plus tardivement à la médication que les gens en Italie. Puis, ce qu'on se rendait compte, c'est que les gens qui commençaient plus tôt la médication, ben, évidemment, ils allaient un peu mieux au départ, les symptômes étaient mieux contrôlés. Puis, bon, évidemment, au fil de la maladie, ils augmentaient un petit peu les doses.
Ce qu'on se rendait compte, c'est que les gens qui commençaient plus tardivement, bien, rapidement, ils devaient escalader les doses de médicaments, puis ils rejoignaient assez rapidement la cohorte qui avait débuté plus tôt. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas tellement l'exposition prolongée à la médication qui fait que les gens développent une tolérance, mais plutôt la progression de la maladie qui fait qu'ils ont besoin de plus de médicaments. Donc, la discussion que j'ai avec eux, c'est vraiment, ben, tu sais, ce qu'on veut, c'est vous rendre mieux maintenant. OK? Évidemment, on ne va pas bourrer les gens de pilules s'ils n'ont pas de symptômes incommodants. Je pense qu'il faut viser la dose minimale efficace, puis, tu sais, souvent utiliser une combinaison de plusieurs médicaments. Mais il ne faut pas se priver d'un effet bénéfique au niveau du contrôle des symptômes par crainte de ce qui va se passer plus tard, parce que c'est maintenant qu'ils ont besoin d'être mieux. Tu sais, ils sont des parents, des amoureux, des collègues de travail, des amis, ils ont une vie active. On veut maintenir ça, on veut maintenir la qualité de vie le plus possible. Puis je pense que c'est de ne pas hésiter à commencer un traitement. Maintenant, en termes du choix d'agents, souvent, il va y avoir une différence entre les plus jeunes et les plus âgés. Donc, tu sais, en haut de 60 ans, c'est clair, les recommandations, c'est d'aller toujours avec la lévodopa en premier. Chez les moins de 60 ans, il y a une ouverture à aller soit avec la lévodopa, soit avec des agents qui épargnent la lévodopa, donc les agonistes de la dopamine, les inhibiteurs de la monoamine oxydase, donc des fois de combiner différentes approches aussi. La tendance actuelle chez la majorité des spécialistes en troubles du mouvement, c'est dès qu'on a des symptômes qui ont un impact majeur, c'est d'utiliser un peu de lévodopa. Puis après ça, si on a besoin d'ajouter, souvent on va combiner différentes molécules ou on va utiliser d'autres agents pour essayer de stabiliser les symptômes. Mais on sait que la lévodopa, c'est le traitement le plus efficace. Fait que, oui, on a la crainte des dyskinésies, mais en même temps, on veut, tant qu'à donner un traitement, que ça marche, que ça donne quelque chose. Fait que souvent, c'est de combiner différents agents. Puis je pense d'avoir une discussion ouverte, puis d'aller au rythme aussi de la personne, de, est-ce qu'elle est prête à prendre la médication? Si oui, ben, c'est quoi les impacts sur son quotidien? Puis moi, c'est vraiment une discussion que j'ai avec mes patients de, ben, voici les options qu'on a, voici les avantages d'une, voici les inconvénients d'une option. Ben, qu'est-ce qu'on fait, là, puis je pense que c'est d'essayer d'être ouvert, puis c'est de laisser erreur. Il n'y a pas de recette magique, one size fits all, puis voilà, Oui, c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon aux médicaments. effectivement. Puis, ben, vous parliez tantôt, tu sais, au jour, être, ben, je ne sais pas si c'était en pré-webinaire, là, mais je pense que non, c'était maintenant de vivre au moment présent. Donc, tu sais, oui, ce médicament-là, une chose à la fois, puis le grand défi, c'est de laisser une chance aussi de voir comment ça performe, comment ça fonctionne avec la personne. Ouais, effectivement, des fois, on veut aller vite, puis on veut que ça aille bien. Puis, Oui, des fois, il faut se donner le temps, puis ce qu'on se rend compte, c'est au bout de quelques temps, ben, on s'habitue aux médicaments, il y a moins d'effets secondaires ou on tolère différemment, là. Donc, oui. je pense que chez les jeunes aussi, il faut entamer assez rapidement la discussion des thérapies invasives. Fait que, c'est sûr qu'on n'envisage pas ça dans les premières années de maladie, mais chez quelqu'un qui vient dans mon bureau à 40 ans, qu'on diagnostique une maladie de Parkinson, c'est probable que dans les 10 prochaines années, 10-15 prochaines années, on va éventuellement discuter de soit stimulation cérébrale ou les thérapies par infusion. Fait que, je pense que c'est quelque chose qu'il faut entamer la discussion avant d'être rendu là. C'est des traitements qui sont efficaces, qui permettent de contrôler les symptômes de la maladie. Ça ne guérit pas la maladie de Parkinson, mais ça permet d'avoir un contrôle des symptômes qui est parfois plus intéressant que ce qu'on a avec la médication. Il y a une étude qui a été faite là, il y a peut-être une dizaine d'années, qui est le Early Stim. Là, donc, on étudiait la stimulation chez les gens là, qui étaient relativement nouvellement diagnostiqués, donc dans les 4-5 ans là, du diagnostic. Puis, ce qu'on se rendait compte, c'est que ça permettait de maintenir une qualité de vie. Là. Mais évidemment, bon, l'accès à la chirurgie n'est pas si facile que ça, d'autant plus depuis la pandémie où là, on a pris du retard dans les listes opératoires. Puis, si ça va bien avec la médication, il n'y a aucun bénéfice à aller vers la chirurgie. Mais je pense qu'il faut avoir cette discussion-là, puis s'informer, puis se faire tout de suite une idée de si c'est quelque chose que j'envisagerais ou pas. Puis, ben, on a les thérapies par infusion aussi. Donc, il y a la pompe de Duodopa qu'on utilise depuis un certain temps. Puis là, il y a le nouvellement là, la pompe de Vialève, qui est la pompe subcutanée qui vient d'être approuvée là, en février, qui va commencer prochainement à être utilisée. Donc, je pense que c'est ça, c'est de penser à ces alternatives-là aussi qui permettent de maintenir une qualité de vie. Puis c'est vraiment ça la clé, c'est de pouvoir bien vivre avec la maladie. Ben, merci pour la belle entrevue. Est-ce que vous êtes prête pour les questions dans le chat? Ouais.
Bonsoir Yolande. Quel est le pronostic chez les jeunes? Ben, le pronostic, fait que, tu sais, généralement, on va dire on ne meurt pas de la maladie de Parkinson, on vit avec la maladie. Puis je pense que c'est le cas aussi chez les jeunes. Ce qui est important, c'est surtout la qualité de vie, là. Donc, c'est ce qu'on vise. Puis avec la médication, généralement, on est capable là, de vraiment d'atteindre chez une majorité des gens une qualité de vie qui est tout à fait acceptable, puis même qui est une belle qualité de vie. Mais bon, évidemment, ça implique de prendre des médicaments, d'avoir des suivis réguliers, puis tu sais, bon, de faire des ajustements dans son quotidien. En termes de pronostic, donc c'est ça, comme on disait, les jeunes souvent vont développer peut-être plus rapidement que les gens plus âgés des fluctuations motrices. Donc, plus rapidement, on va devoir faire des ajustements dans le timing de la médication, dans les types d'agents qu'on utilise, rajouter des molécules, éventuellement penser à des thérapies invasives aussi. Mais les symptômes non moteurs qui sont parfois très incommodants chez les gens plus âgés, donc tu sais, les troubles d'équilibre, les difficultés de déglutition, les troubles cognitifs, ça va survenir beaucoup plus tardivement chez des cohortes de gens nouvellement jeunes diagnostiqués. Donc, je pense que ça, c'est un point favorable à leur dire que, tu sais, généralement, c'est une maladie qui est peut-être plus sévère au niveau moteur, donc on voit plus de fluctuations, mais qui a moins de complications autres à long terme. Donc, tu sais, ça peut être un bon facteur si on veut être diagnostiqué précocement. Ok. Qu'est-ce que vous pensez, docteur Beaulieu-Boire, des implants cérébraux chez les jeunes atteints du Parkinson? Ben, je pense que la stimulation cérébrale, clairement, ça peut être. Donc, les implants cérébraux, j'imagine là, qu'on parle de la stimulation cérébrale profonde. Oui. Donc, pour moi, c'est clairement un traitement qui est efficace, qui peut aider à améliorer. Là. Donc, chez plus de 60, chez environ 70 à 80 des gens qu'on implante, on va voir une amélioration significative là, du contrôle des symptômes. Souvent, ça va permettre une réduction de la médication. On dit en moyenne environ 50. Par contre, il y a des gens chez qui on n'est pas capable de baisser la médication. Puis, tu sais, ce qu'on vise, c'est que les périodes creuses, donc les périodes off, soient moins sévères puis d'avoir une stabilité plus grande là, de l'effet de la médication. Évidemment, c'est ça. Bon, c'est pas tout le monde qui est prêt à aller vers cette chirurgie-là. Je pense qu'il faut respecter que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec cette idée-là, là, d'avoir des implants dans la tête, là. Euh, En sachant par contre que c'est chez la majorité des gens, ça se passe très bien, là. On parlait de l'accès à la chirurgie. Donc, la chirurgie actuellement se fait à Sherbrooke, à Québec, à Montréal, mais dans les centres plus périphériques, il n'y a pas d'accès à la chirurgie cérébrale. Donc, évidemment, ça implique des suivis pour l'ajustement du stimulateur, pour l'ajustement des doses de médication. Donc, c'est quand même un gros processus. Il y a une évaluation avant aussi qui est assez longue, donc une évaluation en neuropsychologie, un challenge à la levodopa, une évaluation en psychiatrie, il y a des résonances magnétiques. Donc, tu sais, c'est un gros processus, mais ça peut vraiment aider à améliorer la qualité de vie. Puis, ce qu'on voit, c'est que actuellement, c'est sous-utilisé en maladie de Parkinson. Donc, il y a moins de gens qui y ont accès que des gens qui devraient en bénéficier. Fait que c'est dans notre objectif là, d'essayer d'améliorer l'accès à ces thérapies-là. Ok. Peut-être mentionner, parce que ceux qui ont vu peut-être le reportage à découverte en décembre, il y a aussi des traitements, des thérapies ciblées, là, comme les ultrasons pour le tremblement dans la maladie de Parkinson ou le gamma knife là, qu'on fait nous à Sherbrooke. C'est des traitements qui sont efficaces pour soulager les symptômes. Par contre, chez les jeunes diagnostiqués, j'ai moins tendance à recommander ces options-là parce qu'étant donné que c'est une thérapie lésionnelle, c'est pas quelque chose qui va s'adapter au fil de la maladie. Donc, ça peut aider à soulager les symptômes, mais sachant que la maladie va évoluer, ça ne nous permet pas de moduler l'effet de la lésion. Donc, c'est plus quelque chose que je vais recommander chez des gens plus âgés pour qui soit la stimulation cérébrale n'est peut-être pas une option ou qui trouvent que c'est trop invasif. Donc, tu sais, oui, ça peut être quelque chose qu'on propose, mais c'est moins quelque chose qu'on va utiliser dans la cohorte des jeunes diagnostiqués. OK. Je ne sais pas si vous avez répondu, vous me le dites à cette question-là ou que vous l'avez mentionné plutôt. Est-ce que l'évolution de la maladie est plus lente chez les jeunes diagnostiqués de façon précoce, je m'excuse, comparé aux gens diagnostiqués plus tard? Ben, je pense que c'est un peu ça. Tu sais, au niveau moteur, oui, ça peut être un peu plus précoce, les fluctuations. Par contre, l'évolution sur les autres aspects cognitifs, équilibre et tout ça, c'est généralement une évolution qui est plus bénigne, là, plus lente. Plus lente, OK. Est-ce que l'activité physique
peut faire régresser la maladie ou faire diminuer la médication? Ça, c'est une super bonne question. Puis c'est vrai, on Oui, n'a pas discuté dans la première. c'est ça. L'activité physique, c'est extrêmement important chez tout le monde, là, mais particulièrement chez les gens qui sont atteints de maladie de Parkinson. C'est clair, moi je le vois dans ma pratique, la littérature le dit aussi, les gens qui sont actifs physiquement ont une meilleure évolution que les gens qui sont sédentaires. Donc c'est bon au point de vue de l'humeur, c'est bon au niveau du sommeil, c'est bon au niveau de la gestion des symptômes. Puis on voit même au niveau biologique que ça aide à ralentir la dégénérescence des cellules au niveau du cerveau. Donc il y a vraiment un avantage. Fait que moi, ce que je dis aux gens, c'est si vous avez un message à retenir là, quand vous sortez de mon bureau, c'est qu'il faut bouger au quotidien. Puis c'est non seulement des points que vous gagnez maintenant, mais c'est des points que vous mettez en banque pour votre futur, là. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment important. Puis quand on parle d'activité physique, là, ça implique toutes les sortes d'activités physiques. Donc, tu sais, qu'on parle de marche, de jardiner, faire de la boxe, de la natation, de la danse, du tai chi, du yoga, du ski de fond, tu sais, tout ce qui implique de bouger, là, ça vaut la peine. Souvent, les gens vont noter que leurs symptômes sont pires pendant l'activité physique ou après l'activité physique, puis c'est normal, tu sais. J'utilise souvent des images là, quand je parle, mais la lévodopa, moi je dis c'est un peu comme la pédale de gaz d'une voiture, là. Donc, c'est la pédale de gaz du mouvement. Bien, c'est sûr que si on roule à 100 km/h pendant 30 minutes, on va brûler plus de gaz que si on roule à 10 km/h. Tu sais. Fait que oui, ça peut être normal d'avoir besoin de supplémenter en lévodopa quand on fait de l'activité ou avec d'autres médications. Mais il y a des gens chez qui ce que je vais faire, c'est que je vais suggérer de prendre, par exemple, un demi-comprimé ou un comprimé de levodopa, soit immédiatement après ou avant l'exercice, pour permettre justement d'avoir cette capacité-là à bouger. Puis, je veux pas qu'ils se limitent par leurs symptômes, je veux qu'ils ajustent leur traitement à ce qu'ils font dans leur quotidien. Fait que je pense que ça, des fois, ça peut être une stratégie qui est intéressante pour être capable de maintenir le niveau d'activité physique si on trouve qu'on manque de jus, bien, de donner un petit supplément pour permettre après ça d'aller faire cette activité physique-là. Puis ça va être payant sur le long terme, là. Ils vont vraiment voir les bénéfices, là. Oui, vous savez sûrement qu'on a des exercices en ligne à Parkinson Québec. Et puis, je l'entends souvent, tu sais, les gens me disent, quand ils arrêtent, qu'ils prennent une pause, ils se sentent moins bien dans leur peau. Puis, Ouais. euh, puis là, ils recommencent, puis ils se sentent mieux. Ça a vraiment un impact positif sur leur bien-être. Puis, est-ce que ça augmente l'efficacité de la médication, l'exercice, selon vous? Sur le long terme, oui. Fait que, tu sais, dans l'immédiat, souvent, les gens vont noter qu'ils en ont. C'est comme si ça brûle plus vite leur médication. Mais sur le long terme, on voit que les besoins en dopamine, souvent, on a besoin d'augmenter moins rapidement chez les gens qui sont actifs. Parce que c'est vraiment, ça aide à ralentir la progression de la maladie. Puis, tu sais, il y a un paquet d'études de médicaments qui ont été essayés pour ralentir la progression de la maladie. Il n'y a rien qui a été démontré efficace dans les cohortes tu sais, de grosses études. Par contre, la seule intervention qui, de façon systématique, montre des bénéfices, c'est l'activité physique. Fait que moi, ce que je dis vraiment, puis c'est un pouvoir qu'on a entre nos mains, tu sais, de dire, ben ça, je peux le faire moi-même. Tu sais, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais être actif, on peut le contrôler. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut, tu sais, virer fou puis faire 2 heures d'activité physique par jour, mais je pense que c'est Mhm. vraiment d'intégrer ça à la routine au quotidien, puis de trouver une façon de bouger un peu à tous les jours. C'est bon aussi pour le symptôme. J'ai le goût d'en parler longtemps parce que nous, les exercices, on en parle beaucoup. Puis vous aussi, j'en suis convaincue. C'est bon aussi pour le symptôme de l'anxiété. Faire de l'exercice, ça peut aider à diminuer l'anxiété, entre autres. Alors, on va continuer les questions. On a quelques questions ici. Euh, OK. D'après vous, votre expérience NAD plus injection sont-ils conseillés et donnent-ils des bons résultats comme anti-âge pour la maladie de Parkinson? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut dire par NAD. Moi non plus. Pour être honnête avec vous, si la personne peut se signifier plus loin qu'est-ce qu'elle veut dire par NAD et espérant qu'on aura du temps pour répondre à sa question. Alors, si vous pouvez spécifier un petit peu plus loin, ça nous ferait plaisir. Le fait d'avoir été diagnostiqué jeune avec le Parkinson, pardon, je vais prendre mon temps. Est-ce d'un point de vue héréditaire, nos enfants sont plus à risque? Est-ce qu'il y a des statistiques en ce sens?
C'est vrai que ça, c'est un aspect qu'on n'a pas abordé, la génétique et les jeunes. Donc, bon, on dit généralement que la maladie de Parkinson, c'est très rarement génétique. Donc, on parle d'environ, peut-être, dépendant des cohortes, là, 2 à 5 des maladies de Parkinson qui ont une histoire familiale puis qui ont une mutation génétique. C'est un peu plus chez les jeunes, mais c'est pas une grande proportion, là. Donc, on parle peut-être d'un 15 des gens qui ont une mutation génétique. Moi, j'ai commencé à en faire plus là, des tests génétiques chez les jeunes. Puis je dirais que je trouve à l'occasion là, des mutations génétiques, mais c'est pas rare que le panel est négatif, même chez les très jeunes, là. Donc, c'est des tests qui peuvent se faire par prise de sang. Évidemment, quand on fait ces tests-là, il faut avoir la réflexion de ben, qu'est-ce que ça implique. Donc, tu sais, en termes de traitement, il n'y a pas de différence si on a une forme génétique ou pas. Par contre, des fois, ça peut donner des informations sur l'évolution. Donc, il y a certaines formes génétiques qu'on le sait qui ont une évolution vraiment plus bénigne, là, puis qu'il y a moins de complications, ou certaines formes il y a des choses un peu plus à surveiller, qui vont avoir plus de tel type de complications, par exemple. Mais il n'y a pas de prise en charge spécifique là, avec les formes génétiques actuellement. Ça peut aider des fois pour le counseling des enfants, pour la suite des choses. Par contre, actuellement, on n'a pas de traitement protecteur. Donc, tu sais, de te faire diagnostiquer avec une mutation qui est à risque de développer un Parkinson, il n'y a pas nécessairement d'avantage dans l'immédiat parce qu'il n'y a pas de prise en charge différente. Tu sais, on va leur dire, ben, fais de l'exercice, contrôler les facteurs de risque vasculaire, c'est ce qu'on fait chez n'importe qui d'autre. Fait que, grosso modo, pour répondre en sommaire à la question, oui, le risque est un peu plus élevé, mais c'est vraiment un taux qui est faible. Donc, on pense que si, mettons, on dit que dans la population générale en haut de 65 ans, c'est 1 ben, dans les gens qui ont un membre de la famille du premier degré d'affecté, c'est peut-être un 2 ou 3 mais tu sais, c'est vraiment pas 50 de chance que l'enfant ait. OK, super. Pendant les périodes off, est-ce normal de manquer de motivation et de se sentir très fatigué? Oui, donc définitivement, les périodes off, donc il peut y avoir des symptômes moteurs, donc la lenteur, la rigidité, les tremblements. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a des symptômes non moteurs associés aux périodes off, puis entre autres la fatigue, l'anxiété, le manque de motivation. Ça peut survenir quand on est dû pour prendre une dose de médication. Il y a des gens qui vont ressentir plus de douleur, des ballonnements abdominaux, une augmentation de la fréquence urinaire, de la fatigue, la somnolence. Donc, il y a un paquet de symptômes qui peuvent être en lien avec les périodes off. Puis, je pense que de faire un journal de symptômes, c'est comme on disait avec le Parkitrack ou avec n'importe quelle autre façon, ça peut aider à identifier que ah, ben, c'est vraiment quand je suis due pour prendre ma médication que je me sens moins bien. Ben, à ce moment-là, ben, peut-être que la clé, c'est d'ajuster la médication finalement, puis d'essayer de réduire les intervalles entre doses. Mais oui, c'est tout à fait habituel de voir ça. Oui. OK. Quelles sont, ça c'est une grosse question, ben, en tout cas pour moi, peut-être pas pour vous, quelles sont les recherches les plus prometteuses pour trouver la cause et guérir le Parkinson? Ouais. Ben, je pense que moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est d'essayer de dépister les gens avant qu'ils développent des symptômes moteurs. Donc, il y a une grande cohorte à Montréal là, qui essaie d'identifier des marqueurs pour trouver des gens qui seraient en stade pré-symptomatique pour pouvoir justement essayer des études de neuroprotection chez ces gens-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les études de neuroprotection, c'est difficile à faire chez les gens atteints de Parkinson parce qu'on a un traitement symptomatique qui est efficace. Donc, quand les gens vont moins bien, c'est pas éthique de ne pas leur donner de médication, ce qui fait que quand on étudie des agents pour voir si ça permet de ralentir la progression de la maladie, il y a un gros confondant qui est le traitement symptomatique. Donc, les gens peuvent aller mieux parce qu'ils ont un traitement ou parce que le médicament était efficace finalement. Fait que ça devient très difficile d'évaluer ces populations-là, ce qui fait que les études qu'on a eues en neuroprotection sont négatives, mais pas nécessairement parce que le médicament ne marche pas, peut-être juste parce qu'on n'a pas réussi à démontrer son effet. Fait qu'en étant, si on est éventuellement capable d'identifier des gens avant qu'ils développent la maladie, ben, on éliminerait ce confondant-là, puis on serait capable davantage d'évaluer si les traitements sont efficaces en protection chez des gens qui n'ont pas encore développé la maladie pour voir si ça permet de retarder les symptômes. Puis, parmi les symptômes qu'on voit là, avant de débuter la maladie, ben, il y a la perte d'odorat, il y a la constipation, il y a les troubles de sommeil, donc les gens qui vont avoir des rêves agités, des cauchemars, la dépression, les étourdissements. Donc,
de façon isolée, ces symptômes-là, c'est pas spécifique, là. Ça veut pas dire que quelqu'un qui est constipé va avoir la maladie de Parkinson, évidemment. Mais quand on combine ces éléments-là, on se ramasse avec des chiffres quand même assez élevés, là. Donc, chez des gens qui sont très, très à risque de développer la maladie. Fait que je pense que ça va être ça la clé, puis d'avoir des marqueurs dans le sang ou au niveau des imageries qui permettraient de diagnostiquer très tôt pour justement pouvoir instaurer rapidement un traitement protecteur. Pour moi, c'est ça la clé. Puis, je suis très excitée par toutes les études avec l'alpha-synucléine, là. Donc, on essaie de modifier les protéines anormales au niveau du cerveau. Malheureusement, les premières qui sont sorties ne sont pas aussi concluantes que ce qu'on aurait souhaité, mais il y a quand même beaucoup de recherches là, qui est faite actuellement. Puis, j'espère que d'ici quelques années, on va avoir quelque chose à proposer pour ralentir ou même peut-être arrêter la progression de la maladie, là. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, on a fait un webinaire là-dessus, sur la recherche alpha. Oui, c'est sur notre chaîne YouTube de Parkinson Québec. La maladie de Parkinson avant 40 ans, est-ce fréquent? On parle ici de Michael J. Fox. Ben, en fait, tu sais, les chiffres disent qu'il y a environ entre 5 et 10 des gens avec la maladie de Parkinson qui sont diagnostiqués avant l'âge de 50 ans. On parlerait d'environ entre 1 et 4 des gens qui sont diagnostiqués avant l'âge de 40 ans, probablement plus proche du 1 à 2 donc c'est pas fréquent. C'est pas si rare que ça non plus, là. Donc, tu sais, j'ai pas les chiffres, là, mais je sais qu'on a fait de l'exercice récemment avec l'infirmière clinicienne qui travaille avec moi, puis on avait quand même pas mal de patients, là, avant l'âge de 40-45 ans, là. Donc, c'est pas fréquent, mais ça arrive, puis c'est ça. Je pense que de plus en plus, on va en voir, puis je pense que c'est d'avoir rapidement d'être capable d'intervenir, puis de prendre en charge pour essayer d'améliorer la qualité de vie de ces gens-là. Hum. Peut-on espérer un traitement préventif à court ou moyen terme, traitement qui empêcherait le dépôt des protéines anormales dans les cellules des corps noirs? Ben, je pense que c'est justement, entre autres, là, les traitements sur l'alpha-synucléine, qui est la protéine anormale. Moi, j'ai espoir, là, j'ai espoir qu'on trouve quelque chose. Puis, tu sais, ce que je dis souvent aux gens, c'est le fait qu'il y en a plus, ben, ça augmente l'intérêt en recherche, ça augmente les budgets. Donc, il faut voir ça comme une période où la recherche va vraiment débouler, là. Puis moi, j'ai vraiment espoir que dans les prochaines années, on ait des traitements à proposer qui ne sont pas juste des traitements symptomatiques, mais qui sont des traitements qui permettent de jouer sur le processus de la maladie. Puis j'ai définitivement espoir que dans ma carrière, c'est quelque chose que je vais pouvoir offrir, là, puis qu'on va changer. Comme en sclérose en plaques, tu sais, ils réussissent pratiquement à guérir la maladie avec les traitements de haute efficacité. Ben, tu sais, j'ai espoir que peut-être ça va être l'ère du Parkinson dans les 10 prochaines années, puis qu'on va avoir la même chose à proposer. Qui sait? J'aimerais ça. Docteur Beaulieu-Bois, on est deux. Avoir espoir. Moi aussi. Est-ce que les troubles du sommeil sont plus fréquents chez les diagnostiqués précoces? Il n'y a pas nécessairement de chiffres qui disent que c'est plus fréquent. Par contre, les troubles du sommeil, c'est clair que c'est très, très fréquent dans la maladie de Parkinson. Donc, oui, les troubles de comportement du sommeil REM, là, donc qui sont les gens qui ont des rêves agités, qui bougent beaucoup, qui parlent dans le sommeil. Oui, ça peut arriver chez des gens qui sont diagnostiqués précocement. Par contre, ce qu'on voit encore plus, c'est l'insomnie. Donc, c'est de la misère à s'endormir, oui, mais surtout de la misère à rester endormi. Donc, les gens souvent vont dire, je m'endors rapidement, mais je me réveille à 2-3 heures, puis là, je tourne, j'ai plus de position, je suis plus capable de dormir. Donc, ça, c'est très fréquent. Il y a différentes stratégies qui peuvent être utilisées pour ça. Donc, on peut rajouter des médicaments pour la dopamine. Il y a la mélatonine, qui est un produit en vente libre qui peut aider. Il y a différents médicaments inducteurs de sommeil qui peuvent aider aussi. Donc, je pense que c'est d'être conscient que oui, les troubles du sommeil, c'est fréquent. Ça peut s'améliorer. Il faut en parler avec votre médecin pour voir c'est quoi la meilleure stratégie pour vous. Mais il y a vraiment des choses qui peuvent aider beaucoup là, pour le sommeil. Euh, la prochaine question, c'est quelque chose en fait que j'entends souvent parler sur la ligne 1-800. Euh, les faiblesses dans les jambes, est-ce que c'est un symptôme fréquent? Puis je dirais même, j'ajouterais les engourdissements.
Ben, la sensation de faiblesse dans les jambes, ça peut être causé par différentes choses. Donc, des fois, ça va être causé par la rigidité ou la lenteur des mouvements. Donc, c'est pas une faiblesse musculaire. Tu sais, quand on teste les forces sont normales, mais c'est une lenteur d'activation. Puis oui, ça, définitivement, ça peut être lié au Parkinson. Les gens, des fois, vont sentir une faiblesse dans les jambes quand ils ont une chute de pression. Donc, ils vont sentir comme les jambes molles, un peu étourdies. Puis ça peut être un symptôme de la maladie, mais ça peut aussi être un effet secondaire de la médication. Donc, je pense que c'est d'essayer d'identifier ça arrive à quel moment. Ça peut être aussi un symptôme d'une période off. Donc, il y a des gens qui, quand ils vont avoir une période off, donc des périodes où la médication est moins efficace, ils peuvent ressentir là, une espèce de faiblesse dans les jambes puis de la difficulté, moins d'endurance. Donc, oui, c'est quelque chose qui peut arriver. Pour ce qui est des engourdissements, bien, engourdissement, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, là. Donc, il y a des gens qui, effectivement, vont sentir une sensation un peu comme si on les jambes fatiguées ou une lourdeur dans les jambes. Ça, clairement, ça peut être un symptôme du Parkinson. Si par contre, on ressent une sensation d'engourdissement, comme des fourmillements, des pétillements, puis une perte de sensibilité au niveau des pieds, ça ne devrait pas être en lien avec la maladie. Puis si c'est le cas, ben, des fois, il faut faire des prises de sang pour vérifier, entre autres, bon, est-ce qu'il y a un diabète qui débute, est-ce qu'il y a des déficiences en vitamines, est-ce qu'il y a autre chose là, qui peut expliquer une neuropathie, donc une atteinte au niveau des fibres, de la sensibilité des pieds. Fait que je pense que c'est d'essayer de bien préciser qu'est-ce que c'est comme sensation d'engourdissement puis de valider là, avec le médecin qui vous suit, est-ce que c'est quelque chose qui est lié au Parkinson ou pas, là. Parce qu'il faut se dire que les gens qui ont le Parkinson ont aussi le droit d'avoir d'autres problèmes de Oui, santé. Fait que c'est pas oui, toujours en lien avec le Parkinson. absolument, absolument. Alors, on a eu notre réponse pour NAD. Ce sont des enzymes qui aident à la concentration et qui ont une action anti-âge. Ben, je dois dire que c'est pas quelque chose avec quoi je suis familière, là. Peut-être qu'il y a un autre nom pour ces enzymes-là, mais j'avoue que c'est pas quelque chose avec quoi je suis familière. C'est pas quelque chose que je recommande d'emblée, mais ça veut pas dire que c'est pas adéquat, là. C'est juste quelque chose que je suis pas nécessairement à l'aise. Alors, il nous reste 3 questions. Ça tombe bien avec notre temps de rencontre aujourd'hui. Je constate que, ça c'est la question, c'est pas moi qui le dis, que l'intensité des symptômes sont plus accentuées lors des périodes de stress. Ouais. Que recommandez-vous? Oui, c'est vraiment quelque chose que les gens vont mentionner. Donc, tu sais, quand ils sont plus stressés, quand ils ont des émotions plus intenses, les tremblements peuvent être pires ou les raideurs, la lenteur peut être pire. Puis ça, ben, malheureusement, il n'y a pas de solution contre ça. Je voudrais bien faire une prescription de ne plus avoir de stress, mais en 2024, c'est pas nécessairement réaliste. Je pense que c'est d'être conscient que oui, les symptômes peuvent être accentués par le stress. Clairement, il y a des stratégies non médicamenteuses qui peuvent aider dans la gestion du stress. Donc, tu sais, on a parlé de l'activité physique. C'est clair que ça peut être vraiment bénéfique pour la gestion du stress. Il y a la méditation pleine conscience qui est vraiment quelque chose aussi qui a des évidences scientifiques très solides qui montrent que ça peut aider à réduire le stress, ça peut aider à stabiliser les symptômes. Il y a des exercices de respiration. Donc, il y a différentes stratégies qu'on peut utiliser pour essayer de mieux gérer le stress, qui peut aider à mieux contrôler les symptômes. Évidemment, l'anxiété dans la maladie de Parkinson, c'est quelque chose qui est très, très fréquent aussi. Puis, tu sais, on parle beaucoup de la chimie, la dopamine au niveau du cerveau. Ben, la dopamine joue aussi sur l'anxiété. Puis, il n'y a pas seulement la dopamine qui est affectée dans le Parkinson, mais il y a aussi beaucoup d'autres hormones, d'autres neurotransmetteurs, dont la sérotonine, là, qui joue beaucoup sur l'humeur. Puis des fois, ça peut être nécessaire d'ajouter un médicament spécifique pour l'anxiété, donc d'ajouter un antidépresseur ou un médicament, là, un anxiolytique pour essayer de mieux gérer ça, parce que dans certains cas, ça peut être très handicapant. Des fois, les gens sont très, très bien au niveau moteur, mais leur humeur va pas bien du tout, puis ils sont très anxieux. Ben, il faut adresser ça aussi, puis clairement, ça peut avoir un impact sur la gestion des symptômes, puis ça vaut la peine, ça aussi, d'en parler avec l'équipe qui vous suit pour essayer d'améliorer les symptômes. C'est ça, on en parle souvent sur la ligne 1-800, c'est de communiquer les malaises, d'avoir des canaux de communication ouverts avec le neurologue ou les autres spécialistes professionnels de la santé, c'est vraiment important. Est-ce que, je me suis déjà posé cette question-là. Est-ce que les périodes off euh, on sont fréquentes? Je pense que la personne a voulu dire période off sont fréquentes chez les personnes jeunes diagnostiquées.
Ben, dans le fond, tu sais, quand on parle de période on et off, juste peut-être clarifier là, ce que c'est. Fait que la période on, c'est la période où l'effet des médicaments est efficace. Donc, les gens vont avoir un bon contrôle de leurs symptômes, vont avoir une bonne mobilité, moins de tremblements. Puis, les périodes off, c'est quand les gens notent une diminution de l'efficacité de leurs médicaments. Donc, c'est les symptômes du Parkinson qui ressortent. Donc, quand on voit apparaître des périodes on et des périodes off, c'est ce qu'on appelle les fluctuations motrices. Donc, ça, oui, c'est plus fréquent chez les jeunes. Donc, on sait qu'en moyenne, là, 50 des gens vont avoir des fluctuations motrices à 5 ans, puis 90 des gens à 10 ans vont en avoir. Chez les jeunes, ça peut arriver même plus précocement que ça. Puis c'est là justement que l'ajustement de la médication va devenir important pour essayer de stabiliser le plus possible l'effet des médicaments. Mais oui, effectivement, ça peut arriver plus précocement chez les jeunes diagnostiqués. Ok. Wow, merci beaucoup. On est à la fin de notre webinaire déjà. Ça a passé vite. Pour ceux qu'on n'a pas répondu aux questions, euh, téléphonez-nous à la ligne, sur la ligne 1-800. Je vais dire, répétez le numéro à la fin. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous aider. On ne veut pas que vous vous sentiez exclus, mais malheureusement, le temps est là pour nous limiter. Hein. Faut faire des choses après aussi. Alors, merci beaucoup, docteur Beaulieu-Bois. Ça a été vraiment une belle expérience. J'adore votre attitude. Je vous sens bienveillante. Je vous sens généreuse dans le partage de votre expertise. Euh, je- J'apprécie tellement que vous avez passé du temps avec nous, répondu aux questions de notre communauté. Alors, mille fois merci pour votre temps aujourd'hui. Un plaisir. Merci à vous, les participants. Vous avez posé des superbes questions. C'était vraiment intéressant. On est toujours content de vous avoir avec nous. Merci d'être présent à nos webinaires. Oriane, qui est là avec nous aujourd'hui, au soutien technique et qui m'aide à l'organisation de ces webinaires-là. Merci beaucoup, Oriane, pour ton aide. Et puis, j'aimerais particulièrement aussi remercier Diane, qui est bénévole pour nous et qui est toujours là en son temps libre pour aider bénévolement, comme je viens de dire, au soutien des inscriptions pour nos activités en ligne et pour ceux qui ont de la difficulté à se connecter, que ce soit à nos webinaires ou nos exercices en ligne. Merci beaucoup, Diane. Avant de terminer et de vous souhaiter une belle soirée, ben, j'aimerais vous annoncer nos prochains webinaires. Maintenant, vous savez qu'on a 2 webinaires par mois et on a, à l'ajout de ce webinaire-là, on a des webinaires scientifiques et le prochain, ça va être le 14 mai, c'est un mardi, et ça va être sur les troubles olfactifs. Et les prochains webinaires, on ne connaît pas le nom, c'est régulier ou le webinaire que j'anime. Ça sera jeudi le 30 mai et ça va être avec une compagnie pharmaceutique qui s'appelle Aguetta. Et on va parler d'un produit qui est sorti récemment. Je vous réserve la surprise. Surveillez nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram pour vous inscrire et avoir plus d'informations sur l'heure de ces webinaires-là. Et aussi, vous pouvez aller voir sur notre site Internet, parkinsonquebec.ca et vous inscrire à notre infolettre pour avoir tout ce qui est envoyé une fois par mois, pour avoir toute la description de nos webinaires, nos activités, ce qui est nouveau au niveau du Parkinson, des nouvelles. Alors, c'est très utile à avoir. Et bien, notre ligne 1-800, nous sommes là pour vous aider, vous donner l'information et vous soutenir moralement. Le numéro de téléphone 1-800-720-1307. Alors, un autre beau webinaire à terminer maintenant. Merci beaucoup tout le monde. Prenez bien soin de vous. Faites des choses qui vous font plaisir. Soyez actifs. Passez du temps de qualité avec les gens que vous aimez et on vous souhaite bonne soirée. Au revoir.